Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle émission de On ne vous demande pas d'y croire. Après 15 jours de repos, c'est avec plaisir que je vous retrouve. Et puis je retrouve aussi évidemment Christelle, la fabuleuse Christelle, la meilleure modératrice du monde, qui sera là pour vous accompagner sur le chat. Et puis bien sûr, comme d'habitude, recueillir vos questions que je poserai à mon invité dans la deuxième partie de l'émission. Alors c'est la deuxième fois que je reçois mon invité d'aujourd'hui. La première était consacrée à la communication animale et surtout au Reiki pour les animaux. C'était le titre du livre précédent. Elle est présidente de l'association Reiki Libre Auvergne, la géobiologie, le magnétisme, la symbolique du tarot de Marseille, le Reiki, la numérologie karmique, le Feng Shui, les annales akashiques, la médiumnité et bien d'autres pratiques, toujours en contact avec l'invisible, lui sont familières. Christine Lamour, bonjour et merci d'avoir accepté une seconde fois mon invitation. Un grand merci, Philippe. C'est moi qui te remercie pour ton invitation. Alors Christine, aujourd'hui, on va pas parler, enfin, on va peut-être en parler un petit peu, mais on va pas parler spécialement de communication animale. Aujourd'hui, on va parler plutôt de médiumnité, hein, puisque c'est Hum, le titre de ton livre, c'est le sujet de ton dernier livre, Mon hum, enfant est médium. hum. Alors déjà, ma première question, c'est pourquoi tu t'es intéressé à ce sujet? Est-ce que ton expérience personnelle, est-ce que tes Hum. rencontres t'ont amené à développer ce sujet dans un livre? Alors, en fait, c'est surtout mes rencontres, parce que depuis 2012, donne des conférences un peu partout en France. Et puis, est arrivé le moment où j'ai commencé à faire de la communication animale en salle. Et c'est bien connu, nos amis sont pleins d'amour. Et très souvent, moi, je dis aux gens, posez-moi une question que vous voulez savoir, et je vais vous dire ce que votre animal en pense. Et j'avais énormément de communication où l'animal faisait euh, un petit bémol en disant attention, il y a un petit garçon dans la famille, il a des facultés, il va pas bien, ou bien c'est attention, la petite fille, elle voit des choses qui lui font peur. Et du coup, si tu veux, pour avoir discuté après avec les parents qui étaient dans la salle, je me suis dit mais il faut que j'écrive ce livre. C'était comme si c'était quelque chose que j'avais besoin d'offrir, parce que tous mes livres, je ne sais pas écrire de romans, on va dire, je donne des outils. Et du coup, je me suis dit, il faut que j'écrive ce livre pour aider les parents d'abord. Parce que malheureusement, aujourd'hui, parfois, on est dépourvu en tant que parent quand on a un enfant qui dit, ben, moi, je vois papy dans le coin du mur, là. Ouais, Et on ouais. ne sait pas quoi faire. Et en quoi l'accompagnement d'un enfant Mmh, médium est mmh. différent d'un accompagnement d'un adulte qui découvre ses dons? Parce que moi, j'en ai eu aussi en interview des gens qui découvraient leurs dons et je peux te dire qu'ils le vivaient. C'était compliqué quand même pour eux. Mais ça l'est au départ. Moi, quand j'ai commencé à avoir, à entendre des choses et à voir des choses, quand à l'époque je faisais des séances de Reiki chez moi et je recevais les gens, et quand je posais mes mains, du fait de mon parcours, il m'était donné de voir les enfants pas nés. Donc je voyais l'embryon, hein, et je disais mais qu'est-ce qui m'arrive, quoi? Et à un moment donné, on se demande si on est vraiment normal, ou si on commence pas à yoyoter un petit peu de la toufette, comme on dit chez moi, parce qu'on n'a pas enfin, c'est resté quand même longtemps secret, ce genre de choses. Et puis il y avait des familles. Enfin moi, pour faire ce livre, j'avais fait une enquête auprès de médiums que je connais. Et alors certains étaient des enfants de médiums, donc c'est beaucoup plus facile. Et d'autres, il faut se débrouiller tout seul. Mhm. Et donc, du coup, je me suis dit, dans ce livre, donc il y a un passage pour les outils pour les enfants, et il y a un passage pour les outils pour les parents. Et je me suis dit, mais quelqu'un qui aujourd'hui découvrirait une médiumnité naissante peut très bien se servir des outils pour les parents, pour se l'approprier à lui, puisque à l'intérieur de nous, on est encore l'enfant intérieur, il est encore là. Ouais, ouais. Tu Alors, vois? à quel moment on peut dire que tel ou tel enfant est médium et comment s'en assurer? Parce que on a beaucoup de parents, un peu tout le monde d'ailleurs ont connu des enfants qui jouaient avec justement leur ami invisible. Ouais. Donc, mais tous ne sont pas médiums, on peut pas dire Non. ça. Ouais. Comment on peut savoir et comment on peut savoir le vrai du faux? Qu'est-ce qui est de la médiumnité? Qu'est-ce qui est du domaine de la psyché? Ouais. Alors parce que dans ma vie, il n'y a pas de hasard, donc ça faisait un moment que ce sujet-là traînait.
Et puis, j'ai rencontré Jean-Marie Le Gall. Que je connais bien. Et Jean-Marie me dit, Christine, il faut que tu lises le livre de Jean-Paul Bourg, Les enfants extrasensoriels et leur pouvoir. Et je venais d'acheter ce livre d'occasion puisqu'il n'est plus édité aujourd'hui. Et dans ce livre, vraiment, il parle de ces enfants avec des capacités un peu... Alors, on a mis Mon enfant est médium, mais la médiumnité, derrière, tu peux avoir plein de choses différentes, d'accord? Enfin, moi, c'est comme ça que je l'entends, Ouais. parce que, ok, on peut voir des choses, on peut entendre des choses, mais il y a aussi les enfants qui sont capables de toucher un objet et te dire, oh là là, mais avant, il était dans une maison, c'était sombre, tu vois. Il y a l'enfant qui est capable de plier les fourchettes. Pour moi, tout ça, ça fait partie des capacités extrasensorielles développées et forcément, j'ai tout remis dans le paquet médium en fait. Et Jean-Paul, dans son bouquin, mettait un petit test, donc que j'ai reproduit dans mon livre parce que il n'est plus édité et on le trouve rarement d'occasion, pour déjà savoir s'il y a des choses qui sont normales ou pas. Alors bon, au début de mon livre, je parle souvent des enfants qu'on essaye de mettre dans les boîtes, les enfants indigo, les enfants cristal, on en a beaucoup parlé. Alors il y a ce mouvement New Age qui est quand même et les enfants indigo, c'était surtout Dorine Virtue qui en avait parlé. Et je trouve dommage de mettre un enfant dans une boîte. Parce que quand tu regardes aujourd'hui tous les enfants qu'on classe HPI, les zèbres, bon, très souvent ils sont en échec scolaire aujourd'hui. Je pense que dans les années 30, 40, 50, il y avait aussi des HPI et qui quand même ont pu suivre un cursus, si tu veux. Et je me suis dit, pour moi, je pense que c'est restrictif de mettre un enfant dans une boîte. Et on va déjà commencer à regarder ce qui est normal. L'ami invisible, c'est quelque chose de normal chez un enfant, jusqu'à un certain âge. Après, c'est plus tout à fait normal. D'accord? La peur du noir, c'est normal, mais jusqu'à un certain âge aussi. Et du coup, tout ça, alors ça, c'est prouvé par les psychologues, hein, l'enfant imaginaire. Il y a des études qui ont été faites et tous disent que à partir d'un certain âge, si l'enfant imaginaire existe, enfin si le copain imaginaire existe encore, c'est qu'il y a soit un problème psychologique, soit des capacités extrasensorielles qui sont latentes en fait. C'est rare que un psy diagnostique la capacité extrasensorielle. Ouais. Alors bon, il y a une ouverture. On va faire en sorte qu'ils nous entendent ce soir parce que il y a déjà quand même beaucoup de tests qui existent, notamment enfin tous les tests sur le VACOG. Je ne sais pas si tu as entendu parler de ce mot-là. J'ai pas entendu parler. Alors en fait, c'est une abréviation de visuel, auditif, kinesthésique, olfactif et gustatif. Donc ça, si vous mettez VACOG dans Monsieur Google, vous allez trouver. Il y a plein de tests. Et effectivement, on arrive déjà à savoir s'il y a des sens un peu plus développés que d'autres. Et l'idée, c'est de faire travailler pas seulement un sens, mais de faire travailler un ou deux sens. Parce que si tu as, par exemple, la clairvoyance, si t'as pas le son, c'est un peu compliqué. Mais ça peut faire peur surtout. Oui. Et l'idée, c'est vraiment d'accompagner les parents, d'abord, dans un premier temps, voire les grands-parents, hein, parce que aujourd'hui, certains grands-parents font babysitter, et du coup, c'est aussi des moments, parce que il y a quand même des jeux très ludiques qu'on peut faire pour accompagner l'enfant, et quelque part, on va créer une complicité qui va permettre que l'enfant ait confiance en ce qu'il ressent, ce qu'il voit, parce que souvent, ils sont isolés. Et à l'école, au début, c'est très rigolo, mais après, ils passent pour des enfants anormaux. Et il y a une exclusion, il y a l'enfant qui va se replier sur lui-même avec le silence, ou la peur du noir, ou un manque de sommeil, il va pas dormir la nuit, ou il va se réveiller, ou il va faire des cauchemars. Donc c'est vraiment tout ça. Je me suis dit, il faut vraiment qu'on trouve les outils qui aillent bien pour pouvoir accompagner ces enfants. Parce qu'aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup. Il y en a beaucoup plus, à ton avis? Oui. À mon avis, mais c'est juste mon point de vue. Oui, mais c'est ce qui m'intéresse. Je pense que nous sommes dans une évolution terrestre, vibratoire, et que je reste convaincue qu'il y a des âmes. Alors, j'aime pas dire vieilles, parce que souvent on les appelle les vieilles âmes, mais des âmes qui ont eu plusieurs incarnations et qui reviennent
pour nous aider à prendre conscience qu'il y a autre chose que notre vie en 3 dimensions, quand elle n'est pas des fois en 2. Et voilà, et de dire vraiment, enfin moi je sais pas si autour de toi tu as l'occasion de discuter avec des parents qui ont des jeunes enfants, mais les enfants d'aujourd'hui posent des questions comme si c'était des adultes par moment. Ah ben, mon fils m'avait posé des questions, ça je l'étale pas, mais qui étaient assez incroyables. Ah oui. Et bon, les bébés naissent dans les choux pour les garçons, c'est fini ce temps-là, quoi. Donc du coup, voilà, l'idée c'était vraiment d'amener des outils pour que les gens puissent aider, accompagner et voire même à la limite développer certaines de leurs capacités. Tu vois? En fait, c'est un livre qui est fait en- plus pour les parents que pour les enfants. Oui. Hmm. Alors, c'est clair que un enfant de 13 ou 14 ans va peut-être le lire, si tu veux, s'il le voit sur la table de chevet de ses parents ou sur la table du salon. Mais l'idée, c'était vraiment de dire, je vais donner des outils, parce que pareil, on va parler vibration. Comment on explique les chakras aux enfants? Ah, c'est des roues qui tournent, enfin, tu vois. Donc là, dans les outils pour les enfants, j'ai vraiment été travailler sur les chakras expliqués avec des mots simples, avec des couleurs, jusqu'à leur dire, ben, par exemple, si tu manges une tomate, ça peut avoir une influence sur ton chakra racine. Et du coup, tu fais le lien et ça devient du quotidien. Tu vois, parce que le fil conducteur, le fil d'Ariane de ce livre, c'est vraiment que le sujet premier, c'est de monter notre vibration pour pouvoir accompagner nos enfants. Et monter la vibration des enfants, excuse-moi. Non, 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 pas du tout. Non, mais quelle attitude parce que moi, en fait, c'était plus ça qui m'intéressait, parce que bon, j'ai un enfant aussi. A priori, il n'est pas médium, mais bon, je me suis dit, et je connais par contre des parents qui ont eu des enfants, ils sont de suite allés voir le psy. Oui. Quelle attitude il faut avoir en premier avec un enfant qu'on soupçonne d'avoir des dons de médiumnité ou de converser avec l'invisible? Ouais. Tu vois, moi, je te donne juste un exemple d'une personne dans mon entourage, évidemment je ne donnerai pas de nom. Son fils se réveillait Enfin, il dormait pas, parce que toutes les nuits, il conversait avec son grand-père décédé. Mais il avait 7 ans, ce garçon. 6 ans, 7 ans. 6 ans. Il a fait ça pendant une année complète. Ouais. Et là, c'était compliqué. Ils sont allés voir le psy. C'était très bien. Mais je comprends la détresse des parents quand ils voient leur enfant, surtout s'ils ne croient en rien. C'est compliqué. Effectivement. Alors, il faut savoir que jusqu'à l'âge de 7 ans, les enfants ont des perceptions, on va dire, naturelles de l'invisible. D'accord? Que nous avons eu, nous aussi, mais que nous avons perdu parce que nous sommes rentrés dans un système éducation, vie familiale. Il y a du mimétisme quand même dans l'éducation des enfants. Et donc, si tu veux, il y a eu on va dire, des couches qui sont venues de l'éducation, la société, la famille, et toutes ces couches, elles sont venues pour mettre en stand-by un peu les capacités qu'ont les enfants. Mais jusqu'à 7 ans, c'est clair que s'il y a une chose à retenir pour les parents qui nous écoutent, si vous avez des enfants de moins de 7 ans et qui vous disent « je vois papy ou mamie sur le lit », c'est vrai. Et la première chose à faire en ce qui me concerne, c'est de croire ce que dit l'enfant et de lui montrer qu'on le croit. Même si on ne le croit pas. Même si on ne le croit pas, parce qu'effectivement, il y a des parents qui n'ont jamais eu ces capacités-là, malgré qu'elles soient en nous. Hein. Après, on les développe ou on les développe pas, mais voilà, malgré qu'elles soient en nous, moi, mon mari, j'ai un mari hyper cartésien, il voit rien. Bon, c'est un ivoirien, tu vois. Voilà. Comme moi. Mais à côté de ça, il a ce côté, on va dire, rationnel, qui va me faire ramener les pieds sur terre de temps en temps, ce qui est bien aussi. Mais je pense que même si on voit pas, il faut dire à l'enfant, oui, ce que tu nous dis, on te croit. Et maintenant, on va regarder comment on peut faire pour que tu puisses vivre avec, mais que ça ne te perturbe pas. Alors effectivement, l'étape suivante, après, si ça devient trop perturbateur pour l'enfant, il y a quand même déjà un point, c'est de savoir comment se trouve la chambre vibratoirement. D'accord.
Tu vois? Parce que tu peux avoir, par exemple, alors ça, c'est un signe que je donne souvent aux parents, parce que pendant un moment, c'était très à la mode d'acheter des presbytères. Je sais pas ce que c'est. Alors le presbytère, c'était la maison du curé, à côté de l'église. Ah, mais d'accord, non, non, je croyais que c'était quelque chose qu'on accrochait dans la chambre de l'enfant. Non. Non, d'accord, un presbytère, je sais très bien ce que c'est, Voilà. évidemment. Ouais. Et le presbytère, si tu veux, bon nombre de presbytères étaient construits sur des failles. Parce que le point de prêche dans l'église, où le prêtre prêchait beaucoup, était un point énergétiquement très fort. Et donc, quand le prêtre venait chez lui, il avait besoin de se décharger. Et moi, j'ai notamment deux couples d'amis qui ont acheté un presbytère. Et l'enfant, quand ils allaient le réveiller le matin, il était au bout de son lit. Et le lit était placé sur une faille. Donc, ils ont fait passer un géobiologue, ils ont déplacé le lit et l'enfant a dormi correctement dans son lit sans plus, si tu veux, aller coucher au bout du lit. Alors déjà, ça, je pense que c'est aussi important de savoir comment est le terrain sur la maison ou l'appartement dans lequel vous vivez. Ensuite, je pense que il y a une hygiène vibratoire à avoir qui est aussi de dire si tu es bien dans ta maison, elle émet une vibration. Si cette maison ne te correspond pas, elle a forcément une vibration, on va dire, un peu plus basse que toi. Et elle va pomper ton énergie. Tu es d'accord? Si toi, tu vis dedans. Et elle va pomper l'énergie de l'enfant. Ce qui va peut-être lui amener à faire des cauchemars, à faire tu sais, les rêves où on se lève en sueur parce que on sait pas trop, mais voilà. Et tout ça, avant d'aller voir le psy, je pense que c'est bien déjà de déblayer le terrain. Où j'en suis au niveau de ma maison, comment mon enfant se porte, est-ce qu'il dort bien déjà? Parce qu'on sait pertinemment que s'il dort pas bien, ça va pas durer autant que les impôts, le truc là. Il va avoir des cernes, voilà, il y a des choses à faire, mais après, effectivement, il faut se faire aider. Alors, je sais pas, j'ai mis toutes ces références dans mon livre parce que en France, on a un institut l'IMI, l'Institut métaphysique international, qui recense tous les phénomènes paranormaux. Et on peut les contacter pour avoir des références, on va dire, sérieuses. Mais est-ce qu'il existe des endroits adaptés aux enfants qui proposeraient une aide ou un accompagnement? Est-ce que ça peut exister, ça? Alors, il faut faire très attention pour ça. Ouais. Je te parle de cas que j'ai vécu Bah, bien parce que sûr, mais c'est c'est ceux que je important. connais le mieux. J'ai rencontré une dame dans une association et donc pareil, je fais une communication avec je crois que c'était un chien. Et le chien me dit, le petit garçon a des facultés et il faut faire attention parce qu'en ce moment, il ne va pas bien. Donc je transmets à la maman et elle me dit, oui madame, on en a pris conscience et je l'ai emmené voir un magnétiseur. Et il a monté son taux vibratoire à 220 000 unités bovies. Et là, je crois que mes yeux sont sortis de ma tête. Parce que 220 000 unités bovies, c'est déjà un lieu vibratoire qui vibre très haut, quoi. Et je dis, mais votre enfant, il a dû être malade, il a dû avoir des nausées, des maux de tête. Elle me dit, oui, il n'était pas bien du tout. Et la dame a fait ça avec amour, si tu veux, parce qu'elle a cru qu'en allant voir ce monsieur, ça allait aider son enfant. Donc, la première chose à faire, c'est de regarder qui on va voir. Et souvent, moi, je le dis aux gens, regardez les sites internet, mais n'oubliez pas une chose, c'est qu'aujourd'hui, on a des webmasters. Donc, il y a des gens dont le métier est de faire un site internet, qui vont trouver les bons mots. Si vous trouvez que ça résonne pour vous, appelez la personne et demandez-lui quelle est sa formation. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, il suffit de faire des fois un stage de 2 jours pour dire je suis machin, je suis truc bidule. Hein. Oui. Voilà. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un enfant quand on veut se faire aider. C'est vraiment de prendre du temps pour savoir à qui on va confier son enfant. Ben oui. Et après, effectivement, il y a des psychologues. Alors aujourd'hui, il y a des psychiatres aussi qui commencent à s'ouvrir à ce genre d'informations parce que ils ont pris conscience que dans les asiles, il n'y avait pas que des schizophrènes, tu vois. Mais bon, ça, c'est pareil. Il faut pouvoir gérer quand tu commences à entendre des voix. Est-ce qu'il y a un âge particulier où tu m'as dit que c'était moins de 7 ans? Où l'enfant est plus amené à percevoir ce monde invisible. Ouais. Est-ce qu'il y a un événement qui fait que ce monde invisible disparaît à leurs yeux? Ou comment ça se fait? Est-ce que c'est l'éducation
qui fait ça? Est-ce que c'est un phénomène naturel chez l'enfant de plus de 7 ans qui va ne plus voir l'invisible? Alors, il y a des enfants qui ont peur, d'accord? Et la peur, souvent, coupe. J'ai 2 ou 3 médiums avec qui j'avais discuté quand j'ai fait mon enquête, parce que pour faire ce livre, j'ai mis à peu près 2 ans. Je fais beaucoup de recherches quand je fais un livre et j'avais 2 médiums qui m'avaient dit, «Ah mais moi j'ai tellement eu peur que je leur ai dit: "Stop, je veux plus rien voir"» et j'étais enfant Et et ça s'est réouvert après parce que, il y a quand même, quand tu as les capacités, à un moment donné, on dit bien que l'univers, mon ami Lulu fait tout ouais. pour que tu y ailles, hein. Mais, ça peut être la peur. Donc à un moment donné, ça se ferme. Ça peut être aussi le fait que l'enfant va se sentir isolé par rapport aux autres Mmh. et auquel cas il va fermer de lui-même parce que sa vie, c'est d'être quand même avec les autres. Et puis tu as le phénomène familial où on va pas le croire ou alors à l'inverse, on est tellement fiers d'avoir un enfant médium Ouais. qu'on va le surexposer Ah là, ouais. et ça, c'est En pas faire bon une non bête de plus. foire, ouais. Ouais, Mmh. moi je me souviens d'une dame qui m'avait, contactée en me disant, «Ma fille est médium, je voudrais que vous la rencontriez parce que, je veux l'aider, je veux qu'elle développe ses capacités». Je dis: «Mais madame, si elle est médium, elle a ces capacités-là». Mais en fait, quand tu discutais avec la maman, tu voyais qu'elle, elle voyait déjà sa fille en train de faire de la médiumnité, elle l'accompagnait, Mmh. tu vois, Ah oui, oui, non. et puis prendre un peu la lumière de sa fille, comme on dit chez moi, briller dans son soleil. Et c'est pas sain ça non plus. Il faut pas surexposer les enfants. Il faut les accompagner, mais pas les surexposer. Et si un enfant ne parle pas, je sais pas, par peur, comment détecter, sa médiumnité ou, peut-être que tous les soirs il est en contact avec l'invisible, mais il n'en parle jamais? Parce Ouais, que, est-ce il peut y avoir des signes physiques, je sais pas, qui peuvent nous alerter? ouais. Alors, excuse-moi, je vais Oui, vas-y. reprendre euh, le passage parce que dans le livre, quelques signes à explorer pour reconnaître les dons Ah, intuitifs et spirituels de votre enfant. Il y en a 2 pages, mmh, d'accord? Votre enfant est-il sensible, doué? Parce qu'en règle générale, ils sont créatifs et ils ont beaucoup d'imagination. D'accord? Est-ce que votre enfant ressent les gens ou les situations? Par exemple, moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer un petit garçon. Alors, c'est un petit garçon qui avait des tendances suicidaires. D'accord? Et sa maman prenait un rendez-vous avec moi parce que il vivait, les parents étaient séparés, donc il vivait une semaine chez le papa, une semaine chez la maman. Et quand il venait, il me disait, mais si je mets ma main comme ça, je sens qu'elle va pas bien. Alors je laisse ma main. Tu vois? Et en fait, il lui donnait de l'énergie. Alors, il parlait d'une mamie qu'il connaissait et en fait, il lui donnait beaucoup d'énergie et lui, il n'avait pas les moyens de se recharger après, quoi. Et donc du coup, mais il était, fatigué, quoi. Votre enfant, déjà été dans un endroit, enfin, dit-il avoir été dans un endroit, même si cet endroit, il ne le connaît pas? mmh. Tu vois? Bon, nous, en tant qu'adultes, enfin, moi, il m'est arrivé, je me souviens quand on est parti en voyage de noces, je suis arrivée dans un temple en Thaïlande, je savais où se trouvaient toutes les pièces, tu vois? Et ça aussi, il y a des enfants qui sont capables de ça, avec des réminiscences de vie antérieure, on est d'accord. Hem, Votre enfant dit-il entendre des voix? A-t-il un ami imaginaire? Et là, à ce moment-là, on va regarder, ben, depuis combien de temps? Heu Quelles sont les conversations qu'il va avoir avec l'enfant imaginaire, avec l'ami imaginaire? Oui, il peut parler tout seul dans sa chambre. Mmh. Voilà, mais nous on peut le quand je dis l'accompagner, c'est aussi dialoguer et lui dire: «Bon OK, tu as un ami invisible et alors qu'est-ce que vous vous racontez tous les 2? Mais ça c'est je vais le garder pour moi, c'est un secret, je vais pas le dire». Tu vois? Tout va dépendre de l'âge, qu'a l'enfant en Mmh. face de nous, mais voilà. Alors après il y a aussi l'enfant qui dit voir des fantômes. Mmh. D'accord. Est-ce que c'est juste de l'imagination parce que, ben, il aura vu à un moment donné une vidéo ou un film et puis que ça aura marqué un peu? Ou est-ce que c'est quelque chose de récurrent? Parce que, ben, il y a des choses quand même qui existent, hein, notamment, dans certaines maisons un peu, on va dire, de vibration basse. Votre enfant est-il profondément attiré par les animaux ou a-t-il un lien spécifique avec les animaux? Il y a des enfants hypersensibles qui, rien qu'à voir, une fourmi écrasée, vont pleurer.
Mhm. Tu vois? Tout ça, ce sont des signes précurseurs. Il y a de l'hypersensibilité, mais il n'y a pas que ça. Il peut pas se rendre malade, par exemple, de garder pour soi Ah, toutes ces si, visions. Ah oui, ça pourrait aller si, jusqu'à là. oui. Et c'est pour ça d'ailleurs que je conseille vraiment aux parents et aux grands-parents de prendre toute la mesure de ce qui arrive à cet enfant. Parce que bon, quand nous, en tant qu'adultes, si on n'a pas de perception, on ne peut pas comprendre. Et c'est des fois affolant pour l'enfant parce qu'il se sent en dehors de sa famille. Hmm. Et à la limite, des fois, il est même mieux avec son ami imaginaire ou avec son grand-père sur le lit qu'avec ses propres parents, parce qu'avec le grand-père sur le lit, il va pouvoir parler. Et oui. Tu vois? Mais si on le laisse pas, il faut vraiment instaurer le dialogue, déjà, pour moi. Essayer d'établir un lien de confiance. De dire, bah, moi, peut-être, je le vois pas, ton ami imaginaire, mais je te crois quand tu me dis qu'il est là. Et toi, tu le vois comment, par exemple? Et c'est là où on engage le dialogue. Hmm. C'est quoi le but vraiment, en fait, d'accompagner cet enfant? Est-ce que c'est d'en faire un meilleur médium, qu'il vive mieux sa médiumnité, qu'il la maîtrise mieux, euh, ou qu'il l'arrête quand il veut? Euh, Oui, parce que ça aussi, c'est possible. hmm, D'accord? Pour moi, la première chose, c'est vraiment de permettre à l'enfant de s'épanouir avec ses capacités. hmm. Le but d'avoir un enfant, bah, normalement, c'est vraiment de lui permettre de s'épanouir dans sa vie, avec ou sans perception, on est Ah, d'accord. bien sûr. Et là, c'est de dire, OK, tu as des perceptions, mais on va permettre à ce que tu puisses quand même t'épanouir et on va te donner des outils pour te dire, bah, si tu veux que ça s'arrête, tu as le droit de dire stop. Mhm. Parce que ça aussi, on a le droit de le faire. Ouais. Et on le fait pour soi. On le fait pas pour faire plaisir à papa ou à maman. Tu vois ce que je veux dire? Quand l'enfant décide de dire, bon là, il faut que ça s'arrête maintenant, ça va s'arrêter. Ils sont pas fous de l'autre côté, hein. J'espère. Non, non. Et Non, non. tout à l'heure, tu parlais des outils. euh, Moi, j'ai bien aimé, tu proposes même une méditation pour les enfants de 4 à 10 ans. Le Euh, charabia? non, la petite grenouille. Ah oui, oui. Euh, Alors ça, c'est vraiment Mais quels magique. sont les bienfaits de la méditation pour les enfants par rapport à la médiumnité? Alors, déjà, la méditation, elle va apaiser l'enfant. D'accord? Et suivant, parce qu'aujourd'hui, tu as même des adultes qui te disent, ah, mais moi, je sais pas méditer. Évidemment, on est dans une société de surtout, entre parenthèses, c'est-à-dire surcommunication, surconsommation. Donc, et en fait, on ne prend pas le temps de faire des choses simples. Parce que tu as dû voir, il y a quand même beaucoup d'outils qui demandent 0 € dans mon livre. Ah bah oui, la Hein? plupart. Hein. C'était le but. Hein? Le fait de dire, quand vous achetez ce livre-là, vous ne pourrez pas dire, c'est pas possible, je peux pas le faire, parce qu'il y a plein de choses qu'on peut faire gratuitement et qu'on peut faire bien. Et notamment méditer avec ses enfants, c'est extrêmement. Moi, je l'ai fait méditer comme une grenouille. Je l'ai fait dans l'entreprise où je travaillais avec des adultes, Hmm. tu vois, parce que on avait gardé notre âme d'enfant. Je leur ai proposé de jouer le jeu. Et effectivement, alors j'ai mis toutes les références dans le livre parce que c'est une jeune dame qui a écrit ce livre. Il y a un CD et on retrouve quelques méditations sur YouTube. Et l'enfant va exprimer sa colère, par exemple. Et en fait, c'est une méditation, mais qui est un peu dynamique parce qu'il n'est pas allongé et couché, tu Hmm. vois. Moi, celle que je préfère le mieux, c'est la méditation charabia. Ah oui. Bah, Quand tu dis au gamin, allez, on va faire une méditation tous les deux, et pendant 5 minutes, parce que quand l'enfant est petit, 5 minutes, c'est déjà beaucoup. ouais. Et pendant 5 minutes, tu vas faire sortir, par exemple, ta colère, puisqu'il a de la colère, ou de la tristesse, avec des mots qui ne veulent rien dire. Hmm. Et là, c'est juste l'intonation. Et donc, du coup, si tu veux parler la voix, il va faire sortir la colère, par exemple, ou la tristesse qu'il a en lui. Puis après, pendant 5 minutes, derrière cette méditation charabia, on va faire le vide, on va pas parler, on va s'allonger tranquillement et on va faire venir soit une musique douce, soit quelque chose. Alors, idéalement, c'est le silence, mais quand les enfants sont petits, c'est plus difficile. Pour dire de vraiment faire sortir les émotions qui sont, on va dire, très fatigantes, comme la colère, la tristesse, la peur aussi, hein, parce que la peur, elle baisse vraiment la vibration de l'enfant.
Hmm. D'ailleurs, de l'adulte aussi. Ah bah oui, mais je pense que ces méditations, elles peuvent servir bien aux adultes aussi. Oui. C'est ce qui marche pour les enfants doit marcher aussi pour les adultes. Oui. Et Mm. franchement, enfin, moi j'ai animé pendant les 4, 5 dernières années de ma carrière professionnelle des méditations pour les gens qui étaient volontaires de venir. Et on a eu vraiment des choses extraordinaires parce que quand tu es dans une vie professionnelle et on était assis sur une chaise, donc je veux dire, c'était pas forcément toujours confortable. Mais on a fait la méditation avec les mudras Mm. pendant 10 minutes ou un quart d'heure, tu as une position avec tes mains et tu sais que cette position, par exemple, elle va travailler sur l'apaisement. À un moment donné, tu ne sens plus tes mains, tu ne sens plus tes doigts. Et tu vois les gens revenir doucement en disant waouh, c'est magique. Et tu repars pour travailler, tu es bien plus en forme. Donc, imagine chez un enfant, c'est Bien pareil. sûr. À part que la méditation est adaptée, on va dire, plus facilement à l'enfant. Mm. Mais moi, je conseille aux gens qui ne savent pas méditer de commencer par les Bah oui, méditations des enfants. complètement, ouais. Bah, on les comprend bien, c'est facile, c'est ludique. Oui. C'est Et puis, ben, on est encore des grands enfants, hein. bah oui, puis des fois, ça fait du bien de le retrouver, justement, Oui, cet tout à enfant. fait. Alors, mais là, on est dans la joie et tout, mais il y a quand même un petit chapitre que tu as consacré aux mises en garde de Ouais. certaines pratiques. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Alors, je vais en parler un petit peu parce que quand j'ai écrit ce livre, pour moi, comme je te le dis, le fil d'Ariane, c'était évacuer la peur pour monter votre vibration. Et plus vous serez dans des vibrations bonnes, plus vous aurez des belles choses. Ouais. Et mon éditrice me dit, j'aimerais quand même que tu mettes un chapitre mise en garde parce qu'il y a des choses qu'on peut faire, mais à un certain âge, par exemple. Et notamment, elle voulait, quand je parle du Ouija, parce que nous trouvons aujourd'hui, au moment de Noël, dans certains magasins, des planches roses et des planches bleues. Alors, il faut savoir que tous les outils que j'ai partagés dans ce livre, je les ai expérimentés moi-même, et je n'avais jamais fait de Ouija. Et depuis 2012 que je faisais des conférences, quand j'arrivais dans les associations, j'entendais tout et son contraire. Et donc, à Clermont-Ferrand, on a la chance d'avoir Guy et Chantal Faverdin, qui sont, à mon sens, aujourd'hui vraiment des spécialistes sur le Ouija. Et j'appelle Guy et je dis, écoute, voilà, je dois faire, un chapitre mise en garde, je dois parler du Ouija. Et je ne sais pas parler de choses que je n'ai pas expérimentées. Est-ce que je peux venir faire une séance? Alors, bien sûr, il me dit oui. Et on fait une séance avec son épouse. Alors, il m'explique qu'en fait, lui, c'est un capitaine de bateau. On va embarquer pour une croisière. Sa femme est le second officier. Moi, j'aime parce que je trouve ça trop rigolo. Mais il me dit, moi, je suis le capitaine du bateau, mais je ne sais pas comment sera la mer. La mer peut être calme et la mer peut être agitée. Donc, ils ont l'habitude, ils ont plus de 250 séances à leur actif, tu vois. Ils font ça proprement. Bon. Et moi, j'ai reçu un super message que j'ai mis dans mon livre avec l'écriture de Monsieur Faverdin parce que franchement, je m'attendais, j'avais pas d'attente. J'y allais pour voir en mon âme et conscience, mais avec la bienveillance de l'univers. D'accord? J'y allais pas pour m'amuser. Et donc, du coup, moi, j'ai reçu un très beau message. Donc, j'en parle du Ouija. Je peux pas en parler mal après avoir vécu ce que j'ai Eh oui. vécu. Par contre, je dis aux parents et aux grands-parents que les interdits sont faits pour être bravés. Donc, n'interdisez rien. Mais par contre, vous pouvez peut-être expliquer à votre enfant qu'avant d'apprendre à marcher, il est tombé plus de 2000 fois Hmm. et il s'est relevé. Avant de prendre son vélo, sans roulette, on a mis des petites roulettes. Puis après, il est passé au scooter, à la moto, voire et à la voiture. Et qu'il y a un temps pour tout et que je pense qu'il faut être bien accompagné au départ quand on veut faire une séance de Ouija. Et il faut surtout pas le faire avec des amis pour s'amuser. Voilà, c'est surtout ça. Les Oui, enfants, surtout des adolescents, je pense oui, que s'ils font ça, c'est aussi pour s'amuser. oui, Je l'ai fait aussi quand j'avais 14 ans, 15 ans, donc oui, oui. évidemment. Donc voilà. Donc je voulais juste mettre en garde pour ça parce que, alors après effectivement, on vit pas dans un monde de bisounours non plus, faut le savoir. Et donc du coup, plus on va travailler, moi je préfère dire aux gens, faites des petites choses pour monter votre taux vibratoire plutôt que d'aller combattre des énergies basses qui vont vous épuiser.
Parce que pour moi, alors je te disais tout à l'heure, je suis pas bonne en maths, hein, et pour moi, c'est mathématique, c'est-à-dire que quand nous, on est là, humains, et on a un certain taux vibratoire. Les entités, j'aime pas ce terme, mais on va dire les vibrations basses, elles sont, mettons, ici. Et si nous, on est bien alignés, elles vont avoir beaucoup de mal à faire ça. Par contre, nous, si on est dans la peur, dans la colère, dans la jalousie, on va baisser notre taux vibratoire et on va pouvoir se mettre en corrélation avec eux. Ensuite, par contre, dès l'instant où on est bien aligné, à ce moment-là, et qu'on est dans la bonne vibration, à ce moment-là, les vibrations qui sont hautes vont avoir la faculté de descendre parce qu'elles auront l'énergie de remonter. Et c'est toujours ce que je dis, plus vous allez travailler sur le fait de monter votre taux vibratoire, plus vous allez recevoir des belles choses. Et ça sera exactement pareil pour les enfants. Et je pense que c'est le devoir d'un parent d'accompagner son enfant pour monter son taux vibratoire. Parce que malheureusement, aujourd'hui, ils sont quand même un peu câblés téléphone portable, les jeux vidéo. Donc, de temps en temps, les sortir du contexte, c'est bien aussi. C'est les nouveaux pendules. C'est ça. Tout à fait ça. Est-ce qu'on peut se mesurer soi-même son taux vibratoire? Je suppose que c'est avec le pendule que tu le fais? Oui, alors oui. Et mesurer pour son enfant, même si s'il n'est pas au courant. Est-ce qu'il faut qu'il soit au courant qu'on lui mesure son taux vibratoire? Alors, moi, je n'aime pas. J'ai un principe, j'ai un code d'éthique. Je n'aime pas travailler si je n'ai pas l'accord de la personne. D'accord? Que ce soit un enfant ou un adulte. Et si je dois travailler sur un enfant, je vais demander l'accord de l'enfant. D'accord? Parce que je m'adresse à son âme. Et son âme, elle n'a pas 7 ans, elle n'a pas, tu vois. Alors, en revanche, pour moi, et c'est ce que quand je fais des ateliers de radiesthésie, je conseille toujours aux gens qui veulent on va dire, tester, de travailler à l'aveugle. Parce que. Ah oui, j'ai bien aimé ça d'ailleurs dans ton livre. Tu en parles dans ton livre. Si tu mets ton pendule sur, par exemple, une spirale, sans rien faire, tu poses ton pendule, il va réagir à l'onde de forme qu'est la spirale et va suivre le mouvement. D'accord? Si toi, tu dis, j'ai mon petit cadran ou mon échelle de Bovis et je vais mesurer mon taux vibratoire. Et comme tu travailles ton taux vibratoire, tu aimerais quand même qu'il soit assez haut. Oui, bien sûr. Même si tu mets de la très très bonne volonté, il y a quand même un côté mental qui va dire « Oh bah t'es plus à droite qu'à gauche, ma cocotte. » D'accord? Alors, soit tu es très fort pour passer d'un état, on va dire bêta, l'état cérébral d'éveil de l'adulte, enfin de l'humain, pour passer en mode alpha. Et à ce moment-là, en mode alpha, ce n'est plus toi, c'est plus ton mental. Ton mental, il est parti se coucher et il reviendra quand tu repasseras en bêta. Mais il faut vraiment être assez fort. Et je conseille, moi, toujours de travailler à l'aveugle. Je fais des petits cartons de dimensions identiques. Et je vais aller mettre alors, ce qu'il y a sur un cadran, hein, c'est-à-dire 1000 unités, 2000, 3000. Bon. Et puis, je retourne tout face sur la table, je mélange et je demande à mon pendule, est-ce que ce nombre est mon taux vibratoire? Et j'attends un oui ou un non. Alors bien sûr, plus j'en ai, plus je... bien sûr. Mais au moins, je suis sûre de ne pas me tromper. Ça se vérifie quand même à chaque fois, parce que est-ce qu'il y a quand même les gens, on est sur ma chaîne, on ne vous demande pas d'y croire, donc évidemment quand on mesure à l'échelle de Bovis, tout le monde on se dit bon d'accord, il mesure à l'échelle de Bovis, mais bon, c'est avec un pendule, il n'y a rien de scientifique. Mais est-ce que toi, avec ton expérience, après avoir mesuré, je suppose, pas mal de taux vibratoires, tu t'aperçois quand même que le pendule dit vrai? Oui. Alors, je t'explique comment ça fonctionne chez moi, mais ce sont des choses que j'ai développées au fur et à mesure. J'ai d'abord travaillé pour voir les auras. D'accord? Alors, il y a certains jours où je vois des couleurs et d'autres jours où je ne vois que du gris clair, gris moyen et gris foncé. Mais quand arrive une personne pour la première fois, j'ai déjà une information, puisque souvent je vais regarder au-dessus de son épaule
et je vais alors, si vous voulez, je vais le dire pour les gens qui vont nous écouter, mais si vous voulez le faire chez vous, il faut que derrière, il y ait un mur soit tout noir, soit tout blanc. Ah, là, C'est plus c'est facile. râpé avec moi. Là. Ouais, ouais, tu me mets des étoiles, ça va pas. J'ai mes yeux qui partent dans les étoiles. Mais voilà, donc déjà, la première chose, si tu veux, on va dire, j'ai une indication comme ça. Et suivant la couleur que je vais voir, je sais si la personne a besoin ou pas d'énergie. D'accord. Je me souviens d'un monsieur que j'avais vu en conférence. Il était sur une scène. Le rideau derrière était noir et je voyais tout un faisceau lumineux violet, mais d'une luminosité extraordinaire. Ce type, je suis allée le voir après. J'ai dit, monsieur, je veux faire un stage avec vous. Parce que c'était tellement lumineux. Alors, il faut savoir aussi que ce monsieur, je l'ai revu quelques années plus tard. Et le faisceau lumineux avait beaucoup changé. Hein. Il n'était plus violet. Ah, il était noir. Ben, il était gris foncé. Et voilà, j'ai cette possibilité-là. Et franchement, je dis merci parce que c'est un cadeau. Et exercez-vous ne serait-ce qu'avec votre propre main sur une serviette en papier blanc, vous pouvez déjà voir le corps éthérique que vous avez, votre propre corps éthérique. Donc, je commence par ça. Et après, si tu veux, aujourd'hui, parce que j'ai commencé la radiesthésie à 10 ans avec mon beau-père, et aujourd'hui, je n'ai même plus besoin de mon pendule. Ah. C'est-à-dire que je vais mettre, par exemple, je vais mettre ma main sur l'épaule de quelqu'un. Alors, je vais pas te donner la vibration exacte, mais je sais si la personne est lourde, légère, moyenne, tu vois. Donc, du coup, bon, très souvent après, mais même si j'ai eu cette information-là, si la personne me dit, tu veux mesurer mon taux vibratoire, je travaille à l'aveugle parce que j'ai eu des informations et mon mental pourrait interférer. Écoute, je pense qu'il est temps de passer aux questions des internautes. Qu'est-ce que tu en penses? Si tu veux, avec grand plaisir. Alors, avant de passer aux questions des internautes, on va parler un petit peu de l'actualité dont vous n'en pas y croire parce qu'il y a pas mal de choses. On va un petit peu... avec Laurent Jacques, on va se balader un petit peu en France, hein, sur le continent. Et en Auvergne. Et en Auvergne aussi, exactement. Donc alors, on va commencer. Alors, on va mettre les petits endroits avec les vignettes. Voilà, c'est ça. Voilà, j'ai un petit peu tout. Alors, je suis un peu caché par les affiches, mais voilà, on me voit un petit peu. Alors, le 14 septembre, nous serons avec Laurent Jacques Coste à Toulouse, au Salon du Bien-être Bio et Thérapie, à l'espace Diagora. Nous y donnerons une conférence qui sera suivie d'une séance de dédicace de notre dernier livre, Le scientifique face à l'invisible, mais aussi j'interviewerai des exposants et ces interviews seront retransmises en direct sur On ne vous demande pas d'y croire. Donc ça sera le 14 septembre. Le 28 et 29 septembre, nous serons à Martigues, au Salon Zen Bien-être et Art Divinatoire. Toujours avec mon compère Laurent Jacques Coste. Là aussi, nous ferons une conférence qui sera suivie d'une séance de dédicace. Et là encore, j'y ferai des interviews, des exposants. Et il y aura aussi beaucoup de beau monde. Hein, et ça sera retransmis en direct sur ma chaîne pendant toute la durée du festival. Le dimanche 29 septembre, nous serons toujours avec Laurent Jacques Coste à Istres au Magic Mirror dans le cadre des Rendez-vous des Lumières. Alors oui, Istres, ce n'est qu'à 10 km de Martigues, donc on sera à Martigues aussi le 29, mais on sera aussi à Istres pendant 2 heures. Et voilà, et nous proposerons donc une conférence. Alors ça commencera à 10 heures, ça sera suivi aussi de dédicaces. Le samedi 12 octobre 2024, avec Laurent Jacques Coste, nous serons au Casino de Roya, à côté de Clermont-Ferrand, dans le cadre... Roya. Ah, Roya. Oh là, pardon, je croyais Roya. Merci beaucoup. Comme ça, je l'écorcherai plus. Alors, dans le cadre du colloque médecine holistique, intégrative et physique quantique, pour y faire une conférence suivie encore d'une dédicace. Et puis le 14 octobre, je serai... Alors là, on va prendre une autre vignette. Voilà, le 14 octobre à 20h, hein, je serai à Paris au cinéma Pathé Palace, 2-4 boulevard des Capucines, 75 009 Paris, pour présenter en avant-première le dernier film de Sonia Barcala,
Témoin. Alors, je vais vous donner le synopsis de ce film parce que j'espère voilà, qu'il y aura beaucoup de monde, et puis j'en suis sûr d'ailleurs parce que c'est magnifique. Hein. Voilà, c'est donc parmi des millions de personnes ayant vécu une expérience de mort imminente, les témoins de ce docu-fiction rapportent des faits déconcertants tels qu'un détachement corporel et des perceptions extrasensorielles, confirmées par des proches et par le monde médical. Sonia Barkala nous plonge au cœur de son enquête à travers des témoignages inédits, émouvants, au-delà des frontières, qui déstabilisent des spécialistes du cerveau, du coma et de la conscience. Alors, sortie en salle se fera à partir du 6 novembre 2024, mais il y aura aussi de nombreuses avant-premières à partir d'octobre. Alors, pour suivre l'actualité de ce film, rendez-vous sur le site internet du film Témoin. Le lien est dans la description de la vidéo. Et puis pour finir, c'est pas finir complètement, mais bon, presque, le samedi 19 et le dimanche 20 octobre, nous, alors voilà, tac tac, je remets la petite vignette qu'il faut, nous vous donnons rendez-vous à Calan, en Bretagne, au salon Grimoire de Lumière, toujours avec mon compère Laurent Jacoste. Là aussi, nous ferons une conférence qui sera suivie d'une séance de dédicace, et de plus, on y fera des interviews des exposants qui seront là aussi, comme à Martigues et Toulouse, retransmis en direct sur ma chaîne pendant toute la durée du festival. Et puis, je vous rappelle le partenariat que nous avons avec le magazine Infinité et l'offre dont vous pouvez bénéficier pour chaque abonnement d'1 an en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo et en mettant le code partenaire. L'abonnement passera de 37,90 € à 32,90 €. Voilà, on va pouvoir passer aux questions d'internautes. J'envoie le générique. Voilà, j'ai fait mon sport. Et Ah oui, dis donc. merci évidemment à Christelle pour m'avoir envoyé toutes ces belles questions et puis pour avoir assuré, comme je sais, de mettre cette modération. Mais je sais que les internautes sur On ne va pas y croire, ils sont très sympas, très bienveillants et qu'il y a rarement des problèmes sur le chat de On ne va pas y croire. Mais de toute façon, Christelle est là pour veiller. Merci Christelle. Alors, on va commencer par la première question. Une question de CL. Tu sais pour les enfants de quel âge et jusqu'à quel âge est écrit ce livre? C'est plutôt pour les parents quand même. Mais... C'est plutôt pour les parents. Après, tous les outils qui sont dans ce livre, il y a des outils pour les enfants, on va dire, à partir de, allez, déjà 3-4 ans, quand on commence à voir certaines choses, hein. On commence à voir par exemple que l'enfant va poser des questions un peu pertinentes, il tient pas forcément toujours en place, il y a des fois des choses qui dérangent les parents, tu vois, parce que nous on n'a pas, il y a une question aussi d'éducation. Et donc du coup il y a déjà des outils pour ces enfants-là à partir de 3-4 ans. Et puis il y a des outils aussi pour les ados parce que savoir comment fonctionne par exemple un ado. Moi j'ai fait le MBTI, donc j'en parle dans mon livre. C'est des tests. Et j'ai mis le lien parce qu'il y a un site en ligne où on peut faire le test. Et on sait par exemple si l'enfant est introverti, extraverti, s'il va parler plus avec ses tripes, on va dire, ou plutôt avec sa pensée. Et voilà. Et du coup, ça donne bien le descriptif de comment réagit l'enfant ou l'ado plutôt. Et là, nous après, on peut faire le nôtre et puis voir comment on fait. Moi, dans l'entreprise où je travaillais, on se servait de ce test-là pour dire, par exemple, moi, je suis une ENFP. Donc, je suis une extravertie qui travaille dans l'intuition. Et en fait, pour bien travailler, j'ai toujours besoin de travailler dans le dernier moment avant l'instant. Donc, du coup, quand je travaille avec des ISTJ, qui sont des introvertis, qui ont besoin vraiment que tout soit planifié et tout, on a du mal à s'entendre. Et je trouve que ça donne vraiment une dynamique en disant, voilà, moi, mon enfant, il est plutôt extraverti parce qu'aujourd'hui, les enfants sont quand même plutôt extravertis qu'introvertis. Mais il y a quand même des gamins aujourd'hui, petits, qui restent introvertis quand ils savent pas où ils vont, quand ils découvrent ces capacités-là, ils savent pas s'ils vont être pris pour des fous ou pas, quoi. Puis moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans ton livre, c'est que des parents qui ne sont pas du tout dans la spiritualité, mais enfin qui s'interrogent quand même, qui se posent des questions, en fait, tu parles des bases aussi. Oui. Et quelqu'un qui n'y connaît absolument rien, quand même, va découvrir quand même tout ce monde. Et voilà, il va pouvoir se poser des bonnes questions et puis être peut-être plus en phase avec son enfant, quoi.
Oui, bah, tu sais, enfin, j'en parle aussi, je le donne cet exercice-là, mais pour moi, ça a été flagrant parce que j'ai travaillé avec des enfants pendant quelque temps et quand j'avais fini ma séance, je leur demandais de me faire un dessin. Mm. Et sur la table où il y avait les papiers, il y avait un bloc avec des crayons de couleur et des crayons papier. Tu vois. Si le dessin n'a pas ou très peu de couleurs, c'est que déjà il y a quelque chose qui va pas, quoi. Ah oui. Mais il faut laisser l'enfant choisir. Par exemple, moi j'ai formé des enfants accompagnés de leurs parents au Reiki et je disais à l'enfant, je veux bien t'initier, mais avant je souhaite que tu me fasses un dessin pour m'expliquer pourquoi tu veux faire ça. Et quand le dessin arrive avec des tas de couleurs, c'est open, c'est OK. Parce que souvent, l'enfant va avoir bien mis les couleurs des chakras, déjà. Là, il y a plein de petites choses qui donnent des signes. Par contre, si le dessin est beaucoup de noir, beaucoup de gris, avec des formes pas très sympas, Hmm. je préfère qu'on prenne un peu de temps pour le faire. Tu vois? Ok. On continue avec Laurence. Comment faire lorsque l'enfant, les capacités de médium ont été jugées par les adultes comme diaboliques? Aujourd'hui, Hum, c'est un ou une adulte à côté de sa vie? Je pose la question. ouais. Alors, ben, ça existe, il faut savoir. Moi, j'habite une région où dans les campagnes profondes, il y a encore des choses hein, Hmm. qui se font sous le couvert du manteau, qui sont pas toujours sympas. Et effectivement, on peut avoir donné cette information-là à l'enfant que bah, quand il voyait les morts, il était diabolique, quoi. Ouais. Et l'idée, c'est vraiment. Alors, si l'enfant est devenu, on va dire, adulte, c'est qu'il soit partie prenante de cette démarche déjà et puis qu'il aille voir quelqu'un, un bon médium, il y en a des bons médiums, et de se faire expliquer. Quelqu'un qui est vraiment dans le don de sa médiumnité va prendre le temps d'expliquer. Et ça ne sera pas une question d'argent, ce sera une question de cœur. Ok. Parce qu'il n'y a rien de diabolique. Bah oui, mais bon. Ah, Mais forcément, ben, si, bon, en plus, pour le peu que quand on t'a dit ça, tu as commencé à baisser tes vibrations et que tu as vu des choses c'est pas un cercle sympas, vicieux, oui. oui, voilà, c'est le chien qui mord sa queue, mais c'est ça, hein. Et l'idée, c'est vraiment, alors, euh, on est d'accord, hein, je prie pas pour ma chapelle parce que moi, je suis dans ma nouvelle vie. Mais si vraiment vous avez un problème, contactez-moi. Il y a mon mail. Je vous, je proposerai ce que je sais faire. Point barre. Hmm. Je ferai pas plus que ça, mais je proposerai ou je donnerai des références parce que des fois, il faut juste un livre pour avoir le bon Ouais. déclic aussi. Et comme tu peux constater, tu Il y en n'en as a. que la moitié. Voilà. Mais je pense que il faut pas rester dans le côté de dire bah, oui c'était diabolique, j'ai tout arrêté. De toute façon, si c'est le dessin de l'univers, eh ben tôt ou tard, il fera en sorte qu'on y revienne. Alors autant qu'on y aille doucement, parce que moi j'ai connu des personnes qui elles avaient compris le message, mais elles n'avaient pas forcément voulu l'entendre. Et puis bah est arrivé un pépin. Et puis bon, bah, elles ont pas cru que. Et puis est arrivé un autre pépin jusqu'au jour où la personne ne pouvait plus travailler dans le métier qu'elle avait. Il a fallu qu'elle pense à une reconversion. Ah oui. Et c'est là où elle s'est aperçue que ben, ouais, elle avait mis du temps à comprendre que ben, tout était là en fait. Et aujourd'hui, c'est une personne qui est médium et qui va Bah, bien, quoi. ok, on continue avec CL. D'où vient cette affirmation que les enfants sont médiums jusqu'à 7 ans? Est-ce que c'est une constatation que tu as fait ou alors c'est Alors non, inscrit dans le marbre? alors c'est pas inscrit dans le marbre parce que alors dans l'hindouisme, on parle des chakras. Et on explique que les chakras vont se développer petit à petit. Et on parle aussi que jusqu'à 7 ans, comme tout est, on va dire, dans la simplicité de la vie, parce qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de conditionnement, il n'y a pas, voilà. Donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile pour un enfant de voir ses perceptions. Rien n'est écrit dans le marbre. Hmm. Moi, j'ai vu des enfants jusqu'à 9 ans. Mais tout dépend aussi du vécu et puis de l'accompagnement familial. Et je connais des enfants qui sont aujourd'hui des ados, qui ont eu leur capacité assez précoce et qui ont toujours gardé Ah ouais. leur capacité. Parce que ces personnes-là étaient, enfin, ces enfants-là étaient bien accompagnés.
Et je pense très sincèrement que c'est pas plus dur de les accompagner en tant qu'adultes, parce que Ouais. nous, on a quand même notre libre arbitre. On peut penser que ça c'est bien ou ça c'est pas bien, mais peut-être qu'en instaurant un dialogue, et aujourd'hui on parle pas trop quand même, le dialogue il est des fois via le téléphone, hein, on va manger au restaurant, on prend une photo, va voir au restaurant, regarde les gens qui n'ont pas le téléphone sur la table. Mm. Ils ont tous le téléphone, et maintenant ils se parlent par téléphone interposé, Ouais, moi le premier. bientôt. Eh ben Je fais oui, partie des victimes. voilà. Mais bon, et moi aussi, hein, je crache pas dans la soupe non plus. Mais c'est vrai que tout est fait pour qu'on y aille encore plus. Mm. Dans le temps, c'était un téléphone pour téléphoner. Eh ouais. Aujourd'hui, tu peux tout faire avec ton téléphone. Eh oui. C'est à la Voilà. maison. Ouais. Laurence pose une question que j'ai posée tout à l'heure et que tu as répondu, mais je vais la reposer, on ne sait jamais s'il te vient un éclair d'un complément que tu pourrais Mmh. apporter. Les enfants d'aujourd'hui sont médiums jusqu'à 7 ans ou est-ce qu'ils ne sont pas concernés par cette date où le voile de l'oubli arrive tout seul? Et si oui, pourquoi selon vous? Tu vois, c'est la question que je t'ai posée tout à Ouais. l'heure. Moi, le voile de l'oubli, pour moi, c'est pas un voile de l'oubli. C'est vraiment un voile. Je coupe parce que il y a quelque chose qui a fait que, ben, soit j'ai eu peur, soit je suis passée pour un paria. Voilà. Parce que si ces capacités-là, elles sont là déjà à 7 ans, il n'y a pas de raison qu'elles s'arrêtent. Hmm. Dès l'instant où elles Ouais. sont dans la bonne vibration, il n'y a pas de raison qu'elles s'arrêtent. Ok, on continue avec Ghislaine. Quelles incidences quand un enfant perd son jumeau durant la gestation dans le ventre de sa mère? Est-ce que ça a une incidence sur la médiumnité? Ça, c'est moi qui rajoute cette question. Alors, je parle de mes propres Bien sûr. expériences, hein. Je pense que le lien n'est jamais coupé. Euh, et puis, ben, pour avoir beaucoup travaillé sur la perte des enfants, euh, il y a il y a des âmes qui décident de venir. Et des fois, c'est mieux de venir à deux parce que ben, finalement, on sera plus fort, on aura plus de force. Et puis au moment de la gestation, ben, il y a une petite âme qui dit ben non, moi c'est trop dur, pas maintenant, et il repart. Ouais. Donc du coup, eh ben, t'as la petite âme qui était venue avec un contrat pour être aidée par son jumeau et qui se retrouve tout seul et qui se dit mais moi qu'est-ce que je fais quoi? Et en fait, pour moi, au vu des expériences que j'ai eues, l'âme jumelle n'est jamais loin. Hmm. Et elle cherche à la contacter, même inconsciemment? Oui, alors oui, je pense que ce lien-là, il est plus fort que le lien conscient, tu vois. D'accord. C'est vraiment, eh ben, il va se sentir jamais vraiment seul. Ok. 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 On continue avec CL. Que dire à un ou une adolescente qui, par crainte de ne pas être normal aux yeux des autres, ferme ses capacités? Comment le rassurer? Alors ça, c'est un travail vraiment de longue haleine, hein. Et pour moi, ce travail-là démarre vraiment quand on prend conscience de cette médiumnité. Euh, le fait d'établir un dialogue permet de dire à l'enfant quand il va aller à l'école, bah, peut-être que tout de suite, il vaut mieux pas trop en parler à tes amis parce que ils vont pas comprendre, ils sont pas forcément comme toi. Peut-être que tu vas t'apercevoir que dans la classe, il y a quelqu'un qui voit les mêmes choses que toi, mais peut-être pas. En mettant des peut-être, on reste toujours dans l'hypothétique, hein, d'accord? Et du coup, on ne ferme pas la chose. Je trouve juste dommage qu'aujourd'hui encore, de nos jours, des enfants qui ont ces capacités-là, parce que c'est vraiment un cadeau du ciel, pour moi, je trouve vraiment dommage de fermer ça parce que, bon, on sait bien, moi, je porte des lunettes depuis l'âge de 4 ans, hein. À l'école, j'étais la bigleuse, quoi. Et ça m'a marqué pendant un moment, jusqu'au jour où j'ai décidé de faire de ces lunettes des accessoires de mode. Alors j'ai eu des lunettes jaunes, j'ai eu des lunettes blanches, enfin, un peu comme toi, t'avais mis dans la couleur dans tes cheveux, moi c'était dans mes lunettes, tu vois. Mais vraiment c'était de dire, je prends mon identité propre, quoi. Et le prochain qui me parle de Big Loss, ça va aller mal, quoi. Alors, mais parce que j'avais grandi, on est d'accord. Mais les enfants aujourd'hui n'ont pas toujours ce réflexe-là. Et je pense que vraiment, la meilleure des choses, c'est en tant qu'adulte accompagnant, c'est vraiment de dire, bon, est-ce que tu peux expliquer ce que tu vis à l'école? Est-ce que tu peux expliquer ce que tu as ressenti? Pourquoi tu as fermé ça à un moment donné? Et s'il veut pas réouvrir tout de suite,
on le force pas à réouvrir. Ah bah justement, c'est la question suivante. C'est elle qui demande: quel conseil donneriez-vous à tous les enfants médiums qui ont grandi et devenus adultes ne savent pas comment retrouver leurs facultés? Alors, retrouver des facultés, il y a des outils, on est d'accord. Et il y a des outils qui coûtent vraiment rien. Par exemple, aller méditer dans la forêt. D'accord? Alors, quand je dis méditer dans la forêt, c'est vraiment marcher en conscience et essayer d'élargir notre regard. Quand on fait ça, qu'on se branche sur le chant des oiseaux ou le bruit du vent, on n'est déjà plus dans notre état de terrien, cartésien et basique. On va aller chercher une autre vibration. Et c'est par ce genre de petits outils qu'on va pouvoir réouvrir gentiment le canal. Ok. Ok. Alors la question suivante, je suis en train de la lire parce que j'essaie de la comprendre. Alors je vais la lire littéralement, si tu arrives à Oui. comprendre. La médiumnité est souvent bien vécue par les enfants qui ignorent leurs capacités, qui cessent aux ans, au fil des ans peut-être. Oui. C'est la période de l'adolescence qui pose problème à ce médium adulte. Est-ce que tu comprends quelque chose? Alors, si je comprends, enfin, ce que Essaie je de comprends, décoder. oui, ce que je comprends, c'est qu'effectivement, Qu'en pensez-vous après, Ali, hein, voilà. tant que l'enfant reste dans on va dire dans l'enfance, ça lui pose pas vraiment un souci de parler de son ami imaginaire ou du papy qui vient au bout du lit. Ça lui pose pas vraiment un souci. Par contre, ça commence à poser un souci quand il n'a pas l'écoute. Quand on lui dit non, mais tu racontes des histoires, mais on ne te croit pas, mais tu es un menteur. Là, ça commence à poser des soucis. Après, la vie d'adolescente n'est pas simple non plus. Parce que déjà, tu as un problème hormonal à l'adolescence, Ah oui. d'accord? Et tu peux pas être au four et au moulin, comme on dit chez moi. Donc, à un moment donné, peut-être que l'adolescent va aller plutôt vers une petite relation amoureuse. Il faut lui laisser vivre ça aussi. Parce que ça fait partie de l'équilibre. Bien sûr. Tu vois? Et je pense que si on est, on va dire, à l'écoute de notre ado, et il va se confier. Ou si, par exemple, la communication est difficile avec les parents, peut-être que les grands-parents vont faire le dialogue. Ou inversement, où ça va être une sœur un peu plus âgée. Il faut qu'il trouve quelqu'un à qui parler librement et ouvertement. Après, très sincèrement, à l'adolescence, c'est souvent une période compliquée parce que oui, il y a les hormones, il y a on veut faire comme les copains, alors des fois on fume, des fois on va faire une soirée, on va boire un coup, et ça, on sait bien que il y a des choses sur lesquelles il faut rester modéré si on veut développer ces capacités-là. Donc je pense qu'il faut pas freiner, faut les laisser vivre ça, en disant tu sais, à un moment donné, il y a une certaine hygiène de vie à avoir pour transmettre les beaux messages. Et peut-être que tout de suite, il faut que tu vives ton adolescence comme un adolescent normal, avec tes copains. Et puis après, quand le moment sera venu, tu vas reprendre. Parce que les capacités, elles sont là. Ok. Elles sont juste latentes. Faut les J'espère avoir répondu. Oui, faut les cueillir. Oui. Laurence qui demande: comment expliquez-vous que le pendule interne donne une information? Alors, le pendule interne, je suppose que c'est le corps. Et parfois, le pendule physique, je suppose, a la même Ouais. question, dans le même temps, répond le contraire. Alors, parce que je pense qu'elle travaille pas à l'aveugle. Et donc, du coup, il y a en radiesthésie, il y a vraiment un point essentiel et qui est compliqué de nos jours, c'est de faire calmer son mental. Il y avait un monsieur en Ardèche qu'on appelait le radar vivant, qui est décédé, hein, qui était un très bon radiesthésiste et qui était spécialiste pour retrouver les personnes disparues. Et il disait, j'ai 85% de réussite et 15% d'erreur. La radiesthésie n'est pas une science exacte, mais il faut savoir que un bon radiesthésiste, il y a au minimum 15% d'erreur. Alors personnellement, moi, si c'est ça, je fais plus attention à mon corps. Parce que mon corps, il me trompe pas. Il y a des signes. Tu rentres dans un endroit, soit tu vas t'y sentir bien, soit tu vas avoir froid. Ça, c'est inconscient. Par contre, ton corps a senti avant que ton esprit ait capté ce qui se passait dans le lieu où tu rentres. Donc, personnellement, moi, je fais confiance à ça. Et après, sinon, je travaille toujours à l'aveugle. D'accord.
Et puis on va finir par une dernière question, une question Ouais. de Angélil. Comment travailler pour voir les auras? Alors dans le livre, tu en parles, hein. Oui. Alors, dans un premier temps, je pense qu'on peut s'exercer avec soit une serviette en papier blanche ou noire. Vous enlevez, si vous êtes comme moi et que vous avez des petites bagues, vous les enlevez. Idéalement, c'est de mettre votre main bien écartée comme ça. Vous la posez sur la serviette et vous allez aller fixer un point entre deux doigts. Un point qui sera peut-être plus proche du majeur ou de l'auriculaire. C'est vous qui choisissez. Mais vous ne changez pas ce point-là. Et par contre, vous allez ouvrir votre regard. Un peu comme quand vous êtes sur une plage et que vous regardez l'horizon. Il n'y a pas de fin à l'horizon. Donc, vous allez ouvrir ce regard. Et vous allez vous apercevoir qu'autour de votre main, il y a une espèce de fourrure un peu bleu foncé ou grise qui a un peu tendance à bouger. C'est votre premier corps énergétique qui est le corps éthérique. Et après, quand vous aurez fait ça, exercez-vous. Alors, si vous avez, moi, chez moi, j'ai des murs blancs, mais où vous posez un drap, vous mettez quelqu'un devant le drap et vous allez aller viser l'épaule là. Et pareil, vous fixez pas l'épaule, vous visez au-dessus pour arriver dans le drap blanc ou le mur blanc et vous mettez un regard large. Et vous allez vous apercevoir qu'il y a vraiment des couches autour de la personne. Ok, ben écoute, merci beaucoup. Avec grand Merci plaisir. Christine. Alors c'était passionnant, hein, je me suis régalé. Plaisir partagé. Je voulais juste, J'espère que c'en est de même pour vous. je voulais que tu me parles un petit peu juste avant de se quitter de ton Oui, livre qui va sortir bientôt, oui, Dialoguer avec son animal, c'est possible. oui. Il sort le 3 octobre. Ouais. Alors je suis toujours excitée parce que quand je disais tout à l'heure pour mon enfant médium, j'ai mis 2 ans de recherche. Là, c'est 1 an de travail puisque ce domaine-là, je le connais particulièrement bien. Et je pense que il y a peu de livres où on donne vraiment la technique. Donc en 2017, j'en avais écrit un qui s'appelait Confidence pour confidence, dans lequel je donnais ce que j'enseignais à l'époque. Et puis avec le temps, moi, j'ai fait plein d'expériences. Et puis je me suis aperçue que des fois les animaux passaient par mes filtres, mais des fois c'était moi qui devais passer par leurs filtres. Et donc du coup, dans ce livre, je donne mes outils pour apprendre à parler avec les animaux et j'envisage à la rentrée. Alors, il faut que parce que je suis loin d'être aussi, on va dire aussi au top que toi au niveau informatique, mais j'envisage de faire des petits lives pour justement aider les gens qui auraient envie. Une fois par mois, par exemple, on ferait des petits exercices pour apprendre justement, parce que les animaux ont vraiment, vraiment des messages d'amour à nous donner. Et je trouve que c'est vraiment dommage de s'en passer. Eh, Voilà. eh ben, merci beaucoup, hein, merci. Je vais remercier aussi toute mon équipe, comme d'habitude, Cyril, Laurent Jacques, Mathis, Alicia, mon fils Lisande, mon chien Chiara, qui est bête. À chaque fois à la fin, voilà, à chaque fois, Ah, voilà. laisse-la Mais c'est fou, venir. mais oui, mais c'est fou. Oh, Mais elle est tellement belle. elle s'embrouille dans mon casque, voilà, je fais comme ça. Mais oui, tu es trop belle. Mais oui, tiens, amour. Alors, si vous voulez soutenir la chaîne, il y a un lien PayPal dans la description de la vidéo. N'oubliez pas que c'est en grande partie grâce à vous que l'émission est toujours au rendez-vous. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne rien manquer. Vous êtes combien? Où est mon téléphone? Voilà, il est là. Voilà, toujours près de moi mon téléphone, hein, désolé. On en parlait tout à l'heure. Alors, vous êtes exactement 122 198 à vous être abonné et à me motiver. Merci, merci. Je vous fais 122 198 bisous. Et puis demain, vendredi 30 août, ah bah oui, je recevrai Patrice Marty, un expert des crop circles. Alors ça va être passionnant, j'adore, je trouve ça magnifique ces crop circles. On va voir un petit peu son avis là-dessus. Et puis voilà, et puis maintenant Christine, je peux te laisser le mot de la fin. Eh ben moi, d'abord, je te remercie, Philippe, parce que c'est vraiment toujours très agréable d'avoir ces échanges avec toi. On est Merci. en confiance. Et non, mais c'est important. On sait dire quand ça va pas, mais il faut aussi dire quand ça va bien. Merci, merci. Donc vraiment, moi, je suis très contente de passer ce moment-là avec toi. Je remercie beaucoup Christelle. Alors, toute l'équipe, je ne connais pas les autres, mais Christelle est vraiment très charmante. Et puis, j'espère que ce qu'on aura échangé ce soir, ça pourra vous aider. Parce que vraiment, ce livre, il a été fait pour aider les parents
à porter ces enfants d'aujourd'hui qui arrivent et qui vont être formidables pour demain. Merci beaucoup. Je vous embrasse tous. À À bientôt! bientôt.